Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. C'est le tout premier numéro de 26 Presse. Sur la table, deux sujets nous intéressent, avec les grosses signatures de la presse congolaise. Nous allons d'abord aborder ce second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les priorités, la sécurité semble se placer en pole position avec l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, précisément dans le Nord Kivu. Et puis, nous allons parler de ce qui se passe maintenant à l'Union sacrée de la nation. Camère et Vital a sorti une plateforme, dans une plateforme. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, semble entrer dans une guerre avec son collègue, Batilou Kebo, qui garde encore le bureau de l'Assemblée, plutôt du Sénat. Là, c'est au niveau des poids politiques. La presse non partisane analyse ces sujets d'actualité. Freddy Moulumba Kabouayi, journaliste, éditeur de la revue Renaissance africaine. Freddy n'est plus un homme à présenter. Et puis, Marcel Ngoyi Kengi, il est l'éditeur responsable d'un journal qui a pignon sur rue, très crédible, La Prospérité. Oui, tout le monde le respecte et tout le monde lit ce journal. C'est composé des journalistes qui traitent l'information et non pas des journaleux. Bienvenue. Merci. À ce premier numéro de 26 Presse. Merci, et puis Marie-Curie Pitakov, qui est notre consoeur. Elle est passée par Antena, également d'autres médias avant de rester en Belgique. Pas s'exiler, elle reste congolaise, mais elle est à la tête d'une agence appelée Yara Agency. Elle reste journaliste, je ne dis pas d'autres casquettes qu'elle a. Pour l'instant, c'est journaliste. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes en séjour dans votre pays, la RDC précisément. Merci. À Kinshasa. Nous ouvrons ce partage républicain avec l'éditeur Ngoyi, Marcel Ngoyi. Marcel, vous avez suivi l'actualité. Le M23 se renforce. Disons-le clairement, c'est l'armée rwandaise sous l'étiquette du M23. Se renforce avec les Ougandais et les Rwandais. Et vous avez suivi la position des Américains. C'est au lendemain de la signature des contrats révisés entre la RDC et la Chine. Quelle est votre analyse personnelle? L'analyse personnelle est que cette crise qui a trouvé son fondement, ses racines dans cette guerre des rapines qui se déroule dans l'est du pays. Cette guerre qui a plusieurs complicités, qui bénéficie de plusieurs complicités, dont le M23 ne sert que de parapluie ou de paravent, mais la réalité c'est qu'il y a des superpuissances qui sont derrière à la fois Kagame, Kigali et les pays voisins, mais aussi derrière ces groupes armés, pour faire, en fait, l'objectif c'est de faire main basse sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, parce qu'en fait c'est une guerre qui a pour soubassement la survie à la fois de ces pays-là et même de ces superpuissances. Imaginez-vous que cette guerre aujourd'hui qui fait ce qu'on appelle, qui bénéficie de ce qu'on appelle la métastase. Donc chaque fois qu'on discute, alors même si on trouve un compromis avec ceux avec qui on discute, ceux-là développent encore d'autres groupes pour que ça ne se termine jamais. On a connu ça avec le CNDP de Nkunda, aujourd'hui avec le M23, même si aujourd'hui on conclut quelque chose d'autre avec le M23, donc il y aura toujours un autre groupe armé qui va surgir, et donc c'est une guerre qui va comme ça à l'infini. Moi je crois qu'il faut prendre la mesure de responsabilité. Ce deuxième mandat donc du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit être placé sous le signe de cette lutte pour mettre fin à ces défis-là, ce qui suppose que ici, tout en parlant aujourd'hui de la formation d'un nouveau gouvernement, parce qu'on cherche cet oiseau rare qui doit animer le nouveau gouvernement, on parle aujourd'hui à Kinshasa de l'installation de nouvelles assemblées provinciales, on parle de l'installation du bureau, aujourd'hui bureau provisoire, mais à Kinshasa, c'est vrai, on parle de nouvelles institutions, des élections sénatoriales qui arrivent, et même de gouverneurs, mais de l'autre côté, les Kalachnikovs parlent mieux que quiconque.
Et donc, je pense que tout en ayant la même base, ma même mise plutôt sur la gestion quotidienne du pays, il y a lieu de mettre l'accent tout particulier sur cette crise sécuritaire qui continue à être aujourd'hui comme le principal défi de ce deuxième mandat. Éditeur Marcel, est-ce que la signature de contrat révisé avec la partie chinoise, 7 milliards de dollars, dont 4 milliards pour les infrastructures et les 3 autres, je crois que c'est dans la lutte contre l'insécurité et également le ventre du Congolais. Est-ce que ça n'a pas quelque part énervé Washington qui n'a plus de liquidités, qui est en crise et maintenant un changement se prépare à la Maison Blanche? Trump est en train de revenir, je ne sais pas si la Cour suprême pourra les stopper net ou la justice américaine, mais on sent que le vieux père, Biden, il a très peur. Alors, est-ce que les démocrates ne sont pas en train de précipiter les choses pour peut-être matérialiser le plan de démembrement du Congo avant peut-être l'arrivée d'un souverainiste qui est Donald Trump? Oui, nous disons qu'il ne faut pas parler ici de cas isolés, la signature d'un contrat. Le problème, c'est tout un plan qui relève d'un complot international. Et donc, le monde entier a les yeux tournés sur le Congo. Le Congo qui est aujourd'hui pays solution, avec la forêt équatoriale dense, avec ces tourbières qui constituent des réserves incommensurables dans la lutte contre l'émission des gaz à effet de serre, avec tout ce que nous avons comme ressources aujourd'hui naturelles. Et donc, le problème est plus grand que la simple signature d'un contrat. Il faut considérer que ça peut faire partie, on peut établir une corrélation avec ça, mais sinon nous pensons que ça a commencé avec d'abord l'idée de boycotter les élections. Et ensuite, il y a eu l'idée d'obtenir le report des élections. Et aujourd'hui, quand les élections se sont tenues, il y a l'idée de l'annulation des scrutins. Et comme on n'a pas annulé, il faut la guerre. Et donc, ça participe de tout un plan. C'est une sorte de stratagème qui est mise en place pour mettre fin. L'objectif visé, c'est qu'il ne faut pas au Congo avoir des dirigeants qui ont un leadership visionnaire, exemplaire et indépendant. Donc aujourd'hui, c'est ça la vraie lutte. C'est qu'il ne faut pas avoir des dirigeants qui sont indépendants d'esprit, qui peuvent imaginer le devenir du Congo sans faire recours, sans dépendre de l'Occident. Et donc, moi, je crois que cette lutte qui se mène, il faut établir effectivement un parallélisme avec la lutte des années 60 pour l'indépendance du Congo, la lutte pour la démocratie avec Etienne Tshisekedi Wamulumba, et aujourd'hui la lutte pour l'indépendance économique, politique, culturelle du Congo. Et je crois que les nationalistes qui peuvent être épris d'épée doivent inscrire la lutte dans cette dynamique consistant à arracher au bout du fusil, arracher l'indépendance réelle du Congo. Freddy Mulumba, vous avez suivi votre confrère Marcel, qui est en même temps éditorialiste du journal La Prospérité. Et est-ce que, avant d'arriver à ce qui est votre cheval de bataille, le réveil de la conscience congolaise, est-ce que la demande de Washington, la demande répétée, réitérée de Washington, d'amener Kinshasa à négocier avec les Rwandais du M23, est-ce que ce n'est pas une façon de dire, oui, la guerre est terminée, comme du temps des Kabila, eh ben, on infecte l'appareil sécuritaire, l'armée, les services de renseignement, parce qu'il faut encore mettre des Rwandais dans les institutions de la République, perpétuer ce qu'on appelle l'instabilité du Congo et en profiter davantage par les pillages. Oui, je pense que Kagame, tout comme les Occidentaux, réclame les terres occupées par les troupes rwandaises et ougandaises. Ces négociations ne peuvent pas aboutir qu'à condition qu'on cède nos terres. Tant que les terres ne sont pas cédées, il n'y aura pas la fin de la crise. Ça aussi d'accord avec les camarades. Dans ce monde, tout est question des rapports de force. Qu'on ne soit pas naïf. Ces gens occupent des territoires congolais. Massissi, Bunagana, il y a encore Rutshuru. Là où ils sont, c'est là où il y a des minerais stratégiques.
C'est là où Kagame dit que l'ancien homme du Rwanda occupait ce territoire-là. C'est à cause de la colonisation, en 1885, qu'ils ont perdu. Maintenant, ils réclament. Il a dit au Bénin. C'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qui peut faire reculer Kagame, c'est la guerre. Les jours nous apprendra. D'abord qu'on a nettoyé l'armée. Il y a beaucoup d'infiltrés. On met des patriotes. Nous mettons 5 millions de militaires. Cette guerre va terminer. Est-ce que la décision de pouvoir revenir à de remettre en cause le moratoire sur la peine de mort au sein de l'armée, des forces armées, est-ce que ça peut dissuader les traîtres? Non, les traîtres, je ne pense pas. Il faut nettoyer. Je pense qu'il y a quand même des informations, des renseignements sur tous ces gens. On connaît qui est qui. Mais ils sont tellement nombreux avec la complicité de nos propres frères. C'est le problème maintenant. Il y a des Rwandais, bien entendu, qui sont avec les Ougandais. Beaucoup ont changé de nom. Nous avons nos propres frères qui sont des traîtres. On va commencer par eux. Donc, il faut à un moment donné qu'on nettoie l'armée, qu'on engage de nouvelles unités, qu'on forme de nouveaux chefs et qu'on mobilise notre peuple. Si aujourd'hui nous mettons 10 millions de Congolais dans la rue, cette guerre va terminer. L'exemple est là, en 2004. Mutebouzi et Nkunda ont pris Bukavu. Kinshasa a pris feu, donc Kinshasa était en ébullition, les étudiants étaient dans la rue. Les Occidentaux demandaient à Nkunda et Mutebouzi se retirer, ils sont retirés. Ces gens ne comprennent que les rapports de force. Nous, notre faiblesse, on est naïf. On est naïf, on pense que on va nous laisser tranquilles avec beaucoup de richesses. Ces gens-là, nos amis globalistes, occidentaux, Kagame et Museveni, veulent prendre le Congo. Donc, on n'a pas d'autre choix de faire la guerre, une guerre patriotique, pour libérer notre pays. Et je rappelle ici, Mosé Laurent Désiré Kabila, la guerre sera longue et populaire. Alors, qu'est-ce qui explique cette, en quelque sorte, la réticence de Kinshasa, qui prend toujours à témoin la communauté internationale? Voilà, même le gouverneur militaire du Nord Kivu l'a dit. Nous, on n'a pas reçu l'instruction d'attaquer, on n'a pas l'instruction de bouger. Nous prenons à témoin la communauté internationale. Mais qu'est-ce qu'on appelle communauté internationale? Vous connaissez que ces gens sont des hypocrites. Le communiqué de Washington d'hier, je crois du 5, c'est un communiqué plein d'hypocrisie. Les mêmes formules, les mêmes termes. Nous appelons à la retenue. Alors, et puis après, nous demandons à Kigali de ne pas soutenir. Ça se limite là. Roubewa est aux États-Unis, avec le lobby qui soutient des criminels au Rwanda, de réunion en réunion, cette fois-ci pour nous faire la guerre. Et vous avez suivi l'ancien président de la CENI, Nanga, également, très arrogant. Vous comprenez que tout est mis en marche pour arriver à Goma. Alors, Kinshasa semble être un bon élève de la communauté internationale. Est-ce que c'est une bonne attitude? Je pense que les gens ont eu peur quand Fachi a parlé. C'est la peur du monde occidental maintenant. Ils ont peur que Kagame, donc les Rwandais, soient battus. Si les Rwandais et l'Ouganda sont battus, donc c'est l'Occident. Voilà pourquoi ils demandent à ce qu'on négocie. Et Fachi est déterminé. Fachi est déterminé. Il ne va pas céder. Et le problème maintenant, ce sont les élites congolaises. Très faibles. Ils pensent que si demain on va négocier avec les Rwandais, on aura les petits postes pour manger. On ne peut pas s'imaginer que nous sommes dans une guerre de libération, dans une guerre patriotique. Et il faut arriver à mettre ces gens hors d'état de nuire. Je prends un autre exemple, l'Angola. C'est à côté de nous. L'Angola a battu l'Amérique qui soutenait Savimbi. Aujourd'hui, les Américains négocient avec les Angolais. Donc, tout est question des rapports de force. On négocie avec un homme fort, pas avec un homme faible. Ce n'était pas les Américains qui avaient livré Savimbi à Eduardo, moyennant des concessions
au niveau régional et puis au niveau des matières premières? Non, d'abord, c'était la guerre contre MPLA contre UNITA. UNITA soutenu par l'Amérique et le Congo, les aïeux d'antan. MPLA soutenu par Fidel Castro. Donc Fidel a gagné la guerre à Paris de la Havane. Il dirigeait la guerre à Paris de la Havane, au téléphone. Ni tu étais Fidel Castro, l'Angola ne serait pas indépendant. Donc c'est pour vous dire quoi. Ça fait partie de la vie. La guerre, c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Après la guerre, on reconfigure un peu les frontières. C'est comme ça. Donc, la société avance, le monde avance grâce à des guerres. Mais nous, on nous a appris que la guerre, c'est une mauvaise chose parce qu'on meurt. Non. Il faudrait que la guerre éclate. C'est pour sortir de la crise. Sans guerre, donc sans guerre, il n'y aura pas fin de crise. Donc les jours où nous allons, on va déjà décider. Nous mettons l'ordre à l'Est. Qui est derrière nous? Parce que derrière le Rwanda, il y a ces multinationales. Il y a également les mercenaires américains qui ont été appréhendés par nos forces armées. L'un d'entre les deux venait du Texas. Et ils ont une technologie qui peut facilement localiser nos forces armées et nous faire du mal. Et nous, derrière, on n'a même pas la Russie. Vous avez suivi dans le Nord Kivu, de jeunes réclament Poutine. Alors pourquoi nous hésitons? Non, je pense qu'il faut d'abord qu'on mette l'ordre dans notre maison. On ne peut pas, personne ne peut se battre à notre place. C'est l'erreur que nous commettons. Vous pensez que tous ces gens vont mourir pour nous. Vous pouvez appeler la Russie si vous n'êtes pas organisé. La Russie sera obligée de s'entendre avec la France, avec l'Amérique. On sacrifie. Voilà. Donc il faut qu'on soit très prudent. Ça demande qu'aujourd'hui, nous devons prendre l'essence de l'histoire. Nous décidons, notre peuple est debout. Nos enfants entrent dans l'armée. On dit, on fait cette guerre. Je vous dis, quand Fachi a parlé, on a envoyé l'attaché, la patronne du service de renseignement. La peur est que si Fachi donne un mot d'ordre, on ira à pied à Kigali. C'est la peur. Le Congo, c'est une puissance. Jusqu'à présent, comme on est infiltré, il y a trop de mercenaires. Voilà pourquoi on tourne en rond. Mais je pense que les jours sont comptés pour eux. Marie Curie, les Congolais disent que Félix Tshisekedi et les institutions traînent les pieds. Il faut changer les fusils d'épaule, quitter le monde occidental, hypocrite, avec des partenaires qui n'ont rien amené, sauf l'homosexualité, les fameux droits de l'homme, pas de liquidité, ils n'ont rien construit ici, mais les Chinois et les Turcs laissent quand même des traces. Est-ce que c'est le moment de changer le fusil d'épaule? Merci, tout d'abord. Et j'ai rejoint les deux confrères sur le plateau, c'est-à-dire la guerre, c'est un serpent à plusieurs têtes. On coupe une tête, il y a une autre qui régénère, et à chaque fois, c'est la même chose. Je pense que les Congolais, il est arrivé les moments où les Congolais doivent prendre en charge leur destinée. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Qu'est-ce que signifie quoi, prendre en charge notre destin, notre destinée? C'est-à-dire qu'on se prenne en charge. La guerre, c'est à nous de la faire. Il ne faut pas s'appuyer sur la Russie ou sur l'Occident, sur l'Occident ou la communauté internationale. Les confrères ont demandé ici, c'est quoi la communauté internationale? La communauté internationale n'a jamais gagné de guerre. Il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a l'Afghanistan, il y a l'Irak, il y a aujourd'hui l'Ukraine. Ils ont poussé l'Ukraine à faire cette guerre-là. Mais là, c'est en train de patauger. Alors, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que la force vienne de l'extérieur. C'est à nous, les enfants du Congo, de se mettre debout, de se mobiliser. Et je pense même qu'il faut réinstaurer le service militaire obligatoire à un certain âge pour réformer notre armée. Parce que ça ne va pas. Et nous, la loi la loi relative à la réserve, comment on appelle, aux réservistes. Cette loi a été votée, promulguée. Les Ouazalendo qui étaient très actifs à un moment donné, ils sont devenus très froids. On ne comprend plus rien depuis que Félix Tshisekedi a prêté serment.
Alors, on nous parle de la corruption, on nous parle de l'infiltration. Est-ce que c'est ça la solution? C'est que je voulais encore relever un point. Oui, les services militaires, je voulais encore relever un point. C'est-à-dire, le président Tshisekedi parle le même langage que les Occidentaux. Et quand il dit « je veux faire ça », eux, ils savent qu'il va le faire. Alors, ça fait trembler. Et quand ça fait trembler, ça leur sort de leur gond. Alors, c'est à nous maintenant de mettre, je ne sais pas, des stratégies en place pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, on va pleurer, on pleure pour que la solution vienne de qui? Point d'interrogation. Alors, l'erreur, c'est de parler avant, ou bien, c'est donc pour annoncer les stratégies, la stratégie, c'est laquelle? Il faut agir sans parler, parce qu'il a parlé au stade, et les Américains étaient aussi parmi les invités, ils ont suivi, il a signé le contrat avec les Chinois, et puis après, vous voyez ce qui se passe maintenant. Nous avons des antennes qui nous rassurent que l'ordre de faire ce que Kagame est en train de faire à travers la M23, ça vient des voyous dans l'outre-Atlantique. Donc la guerre, il n'y a pas que les Kalachnikov, comme on dit, comme mon nom bien sûr, mais il y a une guerre des communications aussi. Donc on s'est fait peur, on parle, les autres tremblent, et puis dans l'entretemps, on peaufine des stratégies. C'est ça les problèmes. C'est comme ça qu'il faut faire la guerre. Aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement des drones et des hélicoptères et tout. La guerre, c'est surtout le terrain. Et la communication, et les drones, et tout ce qui en suit. Donc, je pense que c'est les moments que les Congolais doivent... Parce que sinon, on ne fera rien. On ne fera rien. Toute l'attention est focalisée à l'Est. Et dans l'entretemps, les pays ne vont pas se développer. On ne va pas développer le pays. Le gros des efforts, ça sera concentré sur la sécurité dans l'Est. Mais le président sait que le monde est hypocrite. Il a pris la décision d'associer ses frères de l'Afrique de l'Est. Ils sont venus, vous connaissez les conséquences, ils sont partis. Il y en a qui ont laissé des semences au Congo et des brèches pour les ennemis. Il a préféré faire recours à ses frères de l'Afrique australe. Mais l'oncle Sam a aussi influencé l'Angola, qui hésite à s'engager et fait pression maintenant pour le dialogue. Maintenant, la peur a-t-elle changé de camp? Oui, la peur, on est en train de voir que ça commence à changer de camp. C'est comme je dis, ils parlent le même langage que ces gens-là. Et quand il dit quelque chose, eux, ils comprennent ce qu'il veut dire. Alors, le problème, c'est, je reviens toujours, c'est à nous-mêmes de nous organiser. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on ait une armée forte, capable de faire face à tous ces voisins-là. Et il y a aussi problème d'influence. L'Angola ne peut pas parce qu'ils ont des intérêts aussi. Et quand Washington dit non, niet, toi tu fais pas ça, eh bien il fait rien. Donc, nous continuons à être des éternels enfants qui subissent. Éditeur Marcel, là où les Ouazalendo, les vrais, s'étaient battus pour récupérer territoire, est-ce que notre armée a pris position? Est-ce que notre armée a sécurisé ces localités reprises par les vrais Ouazalendo? Et dans la diaspora, au pays, beaucoup de jeunes sont en colère. Beaucoup de gens murmurent, mécontents. Et la formule maintenant, c'est le cri, c'est trop, c'est trop. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes vraiment engagés à terminer cette guerre malgré le nombre de traîtres dans les institutions? Je crois que nous sommes dans une situation où il y a une guerre asymétrique. Il ne s'agit pas d'une guerre classique d'un pays vis-à-vis d'un autre. Il ne s'agit pas non plus d'une guerre d'une armée nationale constituée des forces loyalistes contre un seul groupe armé. Il y a environ, si les statistiques sont bonnes, c'est environ 300 et plus de groupes armés qui ont été constitués plus progressivement. Si vous prenez l'Ituri, le nord et le sud Kivu, vous allez identifier combien de groupes armés. Donc il y en a plusieurs. L'M23 n'est qu'une portion de ces groupes armés.
Et donc, même si vous négociez avec le M23, vous aurez toujours des problèmes avec les autres groupes armés qui n'auront pas fait partie de ces discussions-là. Moi, je crois que si on veut aller sur une table de discussion, au cas où cette possibilité était permise, et donc il y a moyen d'étendre à ce moment-là ces discussions à l'ensemble des groupes armés. Donc à ce moment-là, il faut les identifier. Mais il y a eu Nairobi, on les avait invités à Nairobi quand même. Au cas où on voulait discuter, et donc si vous limitez le problème seulement au M23, donc vous limitez, vous réduisez le cercle d'influence ou de ceux qui veulent participer. Parce que les groupes armés, il y en a beaucoup. La deuxième chose, c'est que nous avons ici de notre côté une armée qui est le fruit du brassage, du mixage, mais aussi de la récupération des anciens qui n'ont peut-être pas été formés comme ici. Donc, tout ce qu'il faut, c'est aujourd'hui la loi de programmation qui a été aujourd'hui adoptée et promulguée, qu'il faut mettre en mouvement. Et ça demande des moyens pour qu'aujourd'hui qu'on investisse dans l'instruction militaire, dans les équipements et même dans les conditions, l'amélioration des conditions de vie de ces compatriotes qui sont engagés dans notre armée. Et je crois qu'il faut toute une politique et même des moyens conséquents pour qu'on puisse gagner une guerre. J'aimerais souligner que la guerre est une politique, mais avec effusion de sang. Alors que la politique, c'est une guerre sans effusion de sang. Le tout dépend de l'option. Est-ce que le moment est venu pour que nous puissions être considérés aujourd'hui comme un pays va en guerre? Est-ce que l'objectif du Congo, c'est l'hégémonie sur la région? C'est-à-dire la guerre de conquête des espaces dans d'autres territoires? Non. Dans le cas d'espèce, Freddy vous l'a démontré, il s'agit d'une guerre d'occupation, de récupération des portions de terres congolaises supposées avoir été perdues lors du tracé de Berlin. Et ce sont ces terres sur lesquelles les groupes armés opèrent que le Rwanda et les autres veulent continuellement occuper. C'est dans le plein de Nobiam. Oui. Et ce sont ces terres-là qui sont très riches. Parce que si vous regardez très bien, ces groupes armés ne constituent pas des forces centrifuges, n'ont pas besoin de quitter là où ils sont pour venir occuper des postes à Kinshasa. Par contre, ils veulent occuper des portions de terre et faire bénéficier à ceux qui sont derrière eux, c'est-à-dire les Rwandais et tant d'autres multinationales, pour continuer cette... À ce moment-là, comment discuter si vous n'identifiez pas le vrai problème à l'origine de cette crise sécuritaire? Je crois que ça ne sera pas un problème de postes, même si on récupérait quelques Congolais qui ont le faciès de l'autre côté et on les met dans le pouvoir, ça ne va pas résoudre le problème. Le problème, c'est l'option. Est-ce qu'il faut céder des portions de terre? Faut-il, parce qu'on a beaucoup discuté à Luanda, à Nairobi et que sais-je encore, est-ce qu'il faut accepter aujourd'hui de céder un pan entier du territoire congolais parce qu'il faut mettre fin en donnant ce qui nous appartient? C'est l'option qu'il faut lever. Nicolas Sarkozy avait semblé effleurer ces problèmes il y a un temps. Il a dit, ces problèmes ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen de partager? Le Congo a dit non. Le partage du territoire fait partie des non négociables. La non-négociabilité de la concession des portions de terres congolaises aux pays voisins. Les pays voisins, il y en a 9. Il n'y a pas que le Rwanda. Il y en a 9. Il faut étendre le problème et avoir une vue holistique de la crise. Il n'y a pas que le problème du Rwanda. Il y a tous les autres voisins qui veulent à tout prix entrer chez nous. Le problème, c'est que nous sommes trop riches. Et le pays voisin estime que vous ne pouvez pas être riche tout seul. Nous voulons bénéficier de vous pour continuer à exister. C'est comme ça que Kagame, avec son pays, va jusqu'à construire des usines pour la transformation des minéraux qui n'appartiennent pas. Des contrats avec les Australiens sur des matières rares, des minéraux précieux. Des minéraux précieux qui ne sont pas sur son sous-sol. Alors, or, maintenant, nous sommes en train de la revanche même du sol sous le sous-sol. Nous avons tout au Congo. Deux saisons qui s'alternent merveilleusement, des terres arables, même nous pouvons accueillir beaucoup d'autres pays qui peuvent venir exploiter et nous aider à faire. Mais tout ça, il faut de nouvelles politiques publiques. Il faut revoir les choses. Il faut sortir de la bataille pour les postes. Il faut sortir de la bataille pour les 33 000. Il faut sortir de diatribes, des invectives, du despotisme, du népotisme. Il faut aller vers une autre vision qui consiste à placer le Congo au centre de tout ce que nous devons voir, au lieu de postes, de partage et de messages de la République en permanence. Moi, je crois que le jour qu'on sortira de là, on aura on verra un peu plus de lumière. Parce qu'en fait, l'horizon de nous, d'ici 2028, est constitué de quoi? Si on ne change pas de cap. Si on prend les mêmes et on continue, à quoi servirait-on d'avoir été aux élections le 20 décembre si on n'a pas une vision différente de celle qu'on avait avant? Moi, je crois qu'il faut réinventer le Congo. Les iconoclastes, s'ils n'existent pas, il faut les créer.
Moi, je crois que le Congo a de quoi créer ces iconoclastes, ces éléments, ces virtuoses qui peuvent nous donner des surprises. Les Congolais qui s'expriment pour manifester leur intention de participer à la libération totale du Congo, et si vous leur donnez des armes de manière désordonnée, ils peuvent aussi provoquer un autre problème. Parce que notre problème au Congo, ce n'est pas le fait d'aller occuper le Rwanda, mais c'est plutôt de défendre les terres congolaises et ses richesses. Et à ce moment-là, ne prêtons pas le flanc à toutes sortes de marchands d'illusions. Il y a bien moyen de recadrer l'action à mener pour que nous n'allions pas, nous, de manière désordonnée, aller s'en prendre à l'autre pays, alors que l'autre pays ne vient pas forcément ouvertement, utilise certains Congolais, entre guillemets, pour pouvoir nous attaquer, faire ce qu'on appelle le marquage à la culotte. Moi, je crois que sortir de cette situation demande de nous un sursaut de patriotisme. Oui. Donc il faut un effort pour sortir des postures personnalisées et même de groupes partisans, politiques et tout ça, pour comprendre que la crise ici ne concerne pas que l'Union sacrée. Ça ne concerne pas que Félix Tshisekedi. C'est la continuité, je l'ai dit au début, de cette lutte de libération sociale du peuple congolais, de l'emprise de ce qu'on a eu comme colons et consorts. Donc c'est une lutte qui doit continuer, qui doit être titanesque, qu'il faut continuer à mener pour que le Congo sorte totalement de cette situation d'asservissement dans laquelle il a été placé depuis des années, des temps immémoriaux. Donc. Marcel Ngoyi, merci, c'est très bien dit, Félix, plutôt. Freddy Mulumba, Marcel ouvre une brèche vers la seconde thématique. Ah ben, crise dans l'Est, le pays risque de partir, mais non à Kinshasa, nous nous chamaillons. Les luttes entre nous-mêmes pour des postes, à l'Union sacrée, la plateforme créée par le président de la République, se fragmente. Est-ce que nous allons vers son requiem? Kamera a créé son Wenge et le Premier ministre Sama Lukonde a créé le sien. Et ça devient comme Wenge Kumbela, Pondération, El Paris, El Kinshasa. Et puis, voilà. Et, entre-temps, Bati Lukwebo, Augustin Kabouya et l'autre, c'est qui? Jean-Pierre Bemba, restent dans un coin en train d'observer les autres. Alors, c'est la guerre maintenant des pots politiques. C'est la guerre pour accéder à tel ou tel poste de responsabilité, au risque de faire oublier au président de la République l'essentiel pour lequel qu'il a annoncé lorsqu'il a prêté serment au Stade des Martyrs. Moi, je me pose une question. Est-ce que notre classe politique joue les francs jeux? Toi et moi, on était candidats aux élections passées. J'étais sur le terrain. J'ai constaté que tous les candidats là, ne parlaient même pas de ce qui se passe à l'Est. Rien. Balkanisation, occupation des terres congolaises, rien du tout. Je me suis posé une question, il roule pour qui? En réalité, la plupart des gens qu'on a aujourd'hui considèrent notre classe politique, c'est Kagame qui les a fabriqués. L'AFDEL est arrivé ici en 1997 et pour être au gouvernement, être DG, être dans une institution, il fallait que Kagame donne son autorisation. Sans Kagame, il ne devient pas ministre. Maintenant, nous vivons une rupture avec Fachi. Il y a une grande rupture. Et Kagame est déboussolé. Tous ces réseaux à Kinshasa sont en difficulté. C'est là, moi, je demande au moins à notre élite, toute l'élite religieuse, intellectuelle, journalistique, il faudrait qu'on comprenne que nous sommes dans un tournant historique. On analyse mal, nous serons recolonisés par les Rwandais, les Ougandais et les nationales. Nous nous battons, nous serons indépendants et libres. On n'a pas d'autre choix. C'est faire la guerre. On n'a pas d'autre choix. Cette guerre, madame vient de le dire, ce n'est pas seulement la guerre militaire. La guerre médiatique. Nos médias parlent de quoi? On tue à l'est du Congo. Presque chaque jour. Ce sont notre télévision étrangère qui donne des informations.
Au Congo, on n'en parle pas. Nous sommes tous de la presse, je pense qu'il y a une forte pression. Parce que quand vous commencez à parler de la situation de l'Est, les ambassadeurs sont mal à l'aise avec vous. Donc, pour zigzaguer autour de la ligne droite, on fait comment? On s'était un peu. C'est ça la réalité. On sautait un peu oui. Pour ne pas rater un visa. On ne peut pas se mettre un visa. Pour l'invitation, un carton pour la fête nationale. Je t'informe que pour avoir la publicité, ce n'est pas facile. On est du métier. C'est un discours très dur. Qui contrôle l'économie aujourd'hui? Ce sont les étrangers. Notre économie n'est pas contrôlée par les Congolais. Les banques commerciales sont étrangères. Les mines sont dans les mains étrangères. Maintenant, vous êtes en train de vendre les terres, vous donnez des concessions. Demain, nous serons esclaves sur notre propre territoire. Sommes-nous conscients? Je pense qu'avec l'arrivée de Fachi à la tête du Congo, Fachi est déterminé. Il faudrait qu'il ne soit pas seul. Il faut qu'il y ait plusieurs Fachi à tous les niveaux. Mais il est là avec quelques personnalités qui aiment le Congo, mais les restes, regardez, le peuple qui doit être coaché, il est dans la danse, dans la boisson, et puis les restes influencent réseaux sociaux, et puis les politiques ou les politiciens se battent pour les postes, et ils doivent avoir tous les villages derrière eux. Voilà. Est-ce que une telle nation qui fonctionne comme ça peut se libérer? Je pense qu'il y a un indice à travers les élections. Là, vous sentez que le peuple vit. Le peuple congolais existe, bien que les élites ont trahi. Félix, aujourd'hui, doit sa légitimité du peuple congolais. Même les Occidentaux qui voulaient contester sont contre que l'homme est populaire. Or, quand vous êtes populaire, ça met mal à l'aise l'Occident. On préfère des chefs d'État faibles pour nous exploiter. Donc, c'est une chance. Nous sommes dans un tournant historique pour la guerre, pour faire la guerre, la deuxième indépendance. Qu'on le veuille ou non, on va passer par là. Ce qui s'est passé au Mali, Burkina Faso, Niger, ça va continuer. Donc, nous sommes dans un processus de libération de l'Afrique. Oui, mais ce sont des militaires, la différence. Des capitaines, des colonels qui ont pris le pouvoir par les armes. Non, ça va continuer où? Non, la différence, c'est quoi? C'est pas c'est avant qu'il y ait un coup d'État. Dans tous ces, je vais prendre ces deux pays, Burkina Faso et Mali. C'est le peuple. C'est le peuple qui a accepté que ça ait lieu. Chez nous, ça peut pas, il n'y aura pas de coup d'État. C'est impossible. Parce que Fachi, d'abord, il vient de la masse, de l'opposition, et le peuple a confiance en lui. Tu as fait le coup d'État où? Là-bas, les coups d'État ont eu lieu parce que ceux qui étaient au pouvoir travaillaient pour les étrangers. Donc c'est tout un processus. Fachi lui-même, il a pris déjà, comment dirais-je, le destin en main pour changer la société, changer le Congo. Est-ce que ce n'est pas cette union sacrée qui risque de le détourner de la réalisation des objectifs qu'il s'est assigné? Non, je viens de te dire ici que beaucoup de notre classe politique est composée de mercenaires que Kagame a nommés. Normalement, nous avons 10 millions de morts, 7 millions de déplacés. Nous sommes à Kinshasa, allez à Goma. Invivable. Vous êtes à Kinshasa, vous discutez comment il faut se partager le poste. Ça prouve que vous n'êtes pas les élites du Congo. La première chose à faire, nous mettons l'ordre. Quand on met l'ordre, maintenant on peut négocier. Mais ici, les gens font du boulot à Kinshasa, ils oublient l'essentiel. Si aujourd'hui, Kagame annexe le Kivu, le Congo implose, vous serez député ou ministre ou. Nous sommes ailleurs. Ce qu'on appelle la diversion. Quelquefois, on joue les jeux des autres. Et qu'est-ce que les gens disent? Ah, vous voyez, les Congolais sont comme ça. Ah, ils aiment la bière, les femmes, ils s'embrouillent. Donc c'est l'image qu'on donne à l'extérieur. Mais il y a quand même l'espoir parce que tout le monde ne fait pas comme tous ces mercenaires. Et puis on a quand même un leadership aujourd'hui qui est très clair. Fachi parle clairement. Il ne porte pas de gants.
Et maintenant, ce qui manque, cette classe politique qui doit l'aider à aller plus loin. Mais comme il est avec le peuple maintenant, il a des comptes à rendre au peuple, pas la classe politique. Alors, on amorce l'atterrissage. Marie Curie, je sens qu'il y a de l'espoir. Mais vous appelez à un sursaut patriotique. L'éditeur Marcel l'a dit également. Mais ça doit commencer quelque part. Il y a beaucoup de médias, bien sûr. L'école est là, les églises sont là, la société civile, les partis politiques. Est-ce que, lorsque vous êtes à Kinshasa, vous sentez cette volonté de changer et d'être une nation qu'on doit respecter? Le désir d'être unis, d'être ensemble et de pouvoir, comme on le fait derrière les léopards qui sont en Côte d'Ivoire, en une soirée, tout le monde unanime, les léopards doivent gagner. Vous sentez que on est au moins congolais en ce moment-là. Est-ce que vous sentez cela lorsqu'il s'agit, par exemple, du vrai changement? Parce que toute action politique a pour objectif, finalité, changer la situation de la communauté, de la société. Changer les conditions de vie de la population. En bien, la vraie transformation. Est-ce que vous sentez ce désir à Kinshasa? C'est un bel exemple avec les léopards. Je vois ça. On est tous unis, debout. Nous voulons la victoire de nos léopards. Et je pense que c'est cet esprit-là qui doit animer tout Congolais. Déjà, je félicite les Congolaises et les Congolais par rapport aux élections. On voit qu'on a commencé à changer la façon de voir et de faire. Parce que on a vu, on a regardé, on a suivi la campagne de près et il y a des mots d'ordre qui ont été donnés pour dire ne votez pas tel, votez tel, ne votez pas. Et c'est dans ces circonscriptions-là qu'on a plus voté la personne qu'on a demandé de ne pas voter. C'est-à-dire que le Congolais commence à ouvrir l'œil. Et c'est qu'il faut maintenant, la volonté de changement, on voit cette volonté-là, mais il faut aller au-delà de ça. Je me dis souvent qu'il faut maintenant, il faut investir dans l'éducation des enfants. Donc, les jeunes enfants, parce qu'il y a à un certain niveau, on est un peu perdu, on ne sait pas. Il y a une dame qui m'a interpellée, me dit, oui, comment ça va chez vous? J'ai dit, chez nous, où? Il me dit, en Belgique. Je me dis, non, chez moi, c'est ici. Ouais. Elle me dit, non, chez vous, c'est en Belgique. C'est-à-dire, quand on est là-bas, on dit, c'est chez nous, nous rentrons chez nous. Mais quand on est ici, quand on parle de la Belgique, on dit, chez nous. Mais finalement, on est où? Finalement, on est où? Alors, il faut la volonté de changer. Je suis en train de voir ça. On voit ça, mais il faut maintenant je ne sais pas, des mouvements qui font que on appuie cette volonté pour que ça devienne réalité. Ces changements-là. Cette personne vous demande comment chez vous, les enfants que vous avez engendrés en Europe, tout ce temps ici, pendant que les léopards affrontent d'autres équipes à la CAN, ces enfants portent des vareuses de l'équipe nationale et disent à leurs collègues, leurs camarades à l'école, qu'ils de chez nous. Alors, mais c'est ça. Quand vous voyez, il y a eu une manifestation après le match des quarts de finale à Bruxelles, et il y avait, la plupart, c'est des jeunes qui n'ont jamais mis pied au Congo. Mais ils se sont à 100% congolais et ils ne jurent que sur le Congo. Et je pense que il faut pousser ces mouvements-là pour qu'on voie, pour qu'on vive le changement. Il faut pousser très loin ces mouvements-là. Parce qu'on a envie... Je prends un bête exemple, l'électricité. Là où je suis, ça danse, ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Il y a un problème. Et l'eau, il y a des heures où l'eau coule dans des robinets et c'est l'essentiel.
vous avez parlé en termes de priorités. Je pense que les priorités, il y a la sécurité et il y a ça pour le peuple qui ont donné les pouvoirs à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Parce que, vous imaginez, on a fait la campagne, on a, à travers toute la République, c'est parce que le pouvoir était entre les mains du peuple, les souverains primaires. Et c'est lui qui a mis, qui a voté, qui a dit, ok, on te fait confiance, on vous fait confiance, voilà, on vous donne mandat. Alors, à ces peuples-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les plus basiques, c'est-à-dire avoir l'électricité, l'eau qui coule, faire de façon à ce que l'eau devienne potable afin de diminuer des emballages en plastique qui polluent la ville. Envoyer l'enfant à l'école. Envoyer l'enfant à l'école. Avec en manger. Il doit manger à satiété, c'est très important. Et des acquis comme ça, moi je me suis dit, il faut le voter en loi. Parce que si ce n'est pas en loi, quand le président Tshisekedi est parti, c'est fini. La personne qui vient après, il balaye tout ça. L'éducation gratuite, maternité gratuite, tout est balayé. Il faut le faire en loi, il faut le faire voter en loi pour que ça continue. Il y a des textes de loi qui légifèrent bien. En tout cas, merci Marie. Éditeur, nous amorçons l'atterrissage. Nous terminons. Je sens que rien n'est perdu totalement. Il y a encore de l'espoir, comme on dit. Le groupe Moloto a chanté peut-être un passage biblique. C'est encore possible de tout refaire. Mais on va investir, Marie dit, dans l'éducation des enfants. Mais cette école n'a eu que des réformes bidons. 7e, 8e au lieu de première CO. Le contenu laisse à désirer. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Rien. L'enseignant lui-même, il est affamé. Il donne cours affamé. Entre-temps, il y en a qui se battent pour les 33 000 ou les 21 000. Alors, comment cette société va donner la chance à tout le monde? Nous pensons que la République démocratique du Congo n'est pas un État en constitution. C'est un État constitué depuis plusieurs années, depuis 60, et puis depuis même l'époque de Berlin. Le pays ici, ce n'était pas un pays à vendre. Il n'est même pas forcément à prostituer. C'est un pays qu'il faut respecter, qui a sa délimitation en termes de superficie et un peuple. Ce peuple ici, congolais, c'est un peuple ingénieux qui fait ses preuves. Si vous ne voulez pas expérimenter le contenu, les capacités de ce peuple, mettez-le à l'œuvre ailleurs, vous verrez que ailleurs, dans des usines et autres, c'est ce même peuple ici qui donne le meilleur de lui-même. Je crois que le président de la République ne doit pas avoir des épaules frêles. Il doit avoir des épaules qui permettent de supporter le poids de la transformation qualitative de cette société. Aujourd'hui, lorsque vous avez la flambée des prix, la baisse substantielle du pouvoir d'achat, l'instabilité du taux d'échange, et vous avez la balance commerciale qui est déficitaire, la balance des paiements déficitaire, la plupart des dépenses que nous effectuons, les dépenses de l'État, sont très souvent supérieures aux recettes de l'État. Ce qui fait que nous devons bénéficier des avances à l'économie pour que le pays puisse fonctionner. Donc le pays fonctionne sous bonbonne, sous oxygène. Et je crois qu'il faut couper ça, réorienter le pays vers le travail, la relance de la production, l'industrialisation du pays. Et même aujourd'hui, exploiter les ressources que nous avons en termes de forêts. Le Gabon, à côté de nous, se développe et s'organise avec le Koumé. Mais nous avons une forêt dense qui dispose de plusieurs espèces de bois que nous pouvons exploiter et même exporter. Mais que faisons-nous de nos politiques forestières? Que faisons-nous aujourd'hui de toutes les politiques que nous avons en matière économique? Je crois qu'il faut sortir du cercle vicieux des réformes cosmétiques, de gens qui veulent emprunter des raccourcis. Je crois qu'il faut briser le chêne de cette conception de copier-coller. Il ne faut pas forcément que le pays soit un pays où on colmate des brèches, où on vient bander les routes. Mais il faut qu'on construise les routes, qu'on rebâtisse. Alors, si vous avez aujourd'hui des mobutistes pécamineux, sortis de rang de la Primacoria, qui, quand Kabila père prend le pouvoir, ils deviennent kabylistes. Quand Kabila fils devient président, il laisse la chevelure touffue, ils deviennent aussi avec la chevelure touffue. Aujourd'hui, quand nous avons Félix qui se rase, et aussi se rase, je crois que la transhumance politique est une des causes endémiques de la crise congolaise, la crise d'hommes.
Qui faut-il associer à ce nouveau pouvoir, ce nouveau mandat? Où faut-il les trouver? Est-ce qu'il faut une école particulière? Est-ce qu'il faut une génération spontanée? Est-ce qu'il faut raser tout ce que nous avons comme classe politique, la jeter au feu? Est-ce qu'il faut choisir? Moi, je crois que c'est le travail des labos. Nous faut des services de renseignement dignes. Il nous faut des services d'études stratégiques pour le développement du Congo. Pour qu'aujourd'hui qu'on change, il ne faut pas forcément aller dans le militantisme. Il ne faut pas forcément aller dans le rang de l'UDPS, chercher des combattants, les mettre forcément dans l'armée, parce qu'ils ne sont pas tous militaires. Donc, si vous voulez des militaires de l'UDPS, il faut aller recruter à l'UDPS des gens qui deviennent des militaires. Et à ce moment-là, ils vont commencer par le bas et monter, graviter. Donc, c'est gravir les échelons. Je crois que c'est un problème de politique et d'orientation des visions. Si vous voulez changer le Congo et vous avez eu 5 ans, qu'en avez-vous fait? Et maintenant, vous avez encore 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce Congo? Je crois que le président a du pain sur la planche. Il doit mener ce pays vers le haut, vers les hauteurs. Et pour cela, il a besoin aussi de chercher des gens qui peuvent l'épauler dans cette politique. Parce que finalement, le président de la République a bénéficié de nouveaux mandats dans des conditions difficiles. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport aux élections, mais finalement, il a été investi. Il doit mériter ses pouvoirs. Parce que nous n'allons pas faire 5 ans supplémentaires en faisant un nouveau saut dans le vide. Je crois qu'il faut que ce soit un président qui fait sauter le Congo vers les profondeurs et que nous puissions demain rêver un Congo debout, qui n'est plus un géant au pied d'argile au cœur de l'Afrique. Le casting, c'est le moment de pouvoir justement donner le temps au président qu'il ait la tête froide et qu'il fasse bien le casting. Les hommes qui doivent l'entourer, ils doivent voir le fragment de sa vision et pas des opportunistes, mais tout en respectant les principes et les règles du jeu démocratique. C'est très important. C'est lui qui doit mériter. Il doit mériter, en fédérant autour de lui. Voilà. Ce qui signifie qu'il doit rechercher davantage, non seulement dans sa famille politique, même tous les autres politiciens, tous les autres indépendants, les chercheurs indépendants, les penseurs libres. Il doit voir où piocher les pièces maîtresses qu'il doit inclure dans sa machine pour que la machine ne puisse pas grésiller. Et les think tanks qui devaient lui faire des propositions, ou les sociétés savantes, les collines autrefois inspirées, sont aussi dans les mêmes luttes du ventre. Et comment il va lui faire les propositions? Freddy Moulumba. Oui, je pense Vous avez suivi l'interpellation de Marcel Ngoï. Mes camarades, oui, Oui. Je pense que nous sommes tous responsables. Il n'a pas zigzagué autour de la ligne droite. Il a bien zigzagué. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser les chefs de l'État seuls faire le travail. Il faut que chacun de nous fasse le travail. Je suis pragmatique. Je prends le cas de la lutte contre la corruption. Ici, dans notre société, c'est déjà un cancer. Comment mettre fin à ces cancers? Des choses. D'abord, la presse. Imaginez-vous si la presse pouvait donner chaque jour des informations sur le détournement des fonds, de faire des investigations. Et si la presse pouvait suivre tous les dossiers qui se passent à la magistrature, donc au parquet. Chaque jour, si un magistrat est corrompu, vous écrivez. Et si, par exemple, le voleur entre en prison, il sort, la presse écrit, je pense que ça peut avoir un impact. Mais il y a une certaine presse qui encense les voleurs. Donc, ce que j'ai dit, c'est quand je parle de la presse comme celle de notre ami. Si nous faisons ce travail, il y aura moins de voleurs. Mais quand vous attendez que les chefs de l'État fassent tout, c'est impossible. Donc c'est le travail. Donc la presse doit faire son travail. Les magistrats doivent faire son travail. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de société. L'Italie. Il y a une mafia qui s'est installée en Italie. Ils sont même parvenus à tuer un premier ministre. Enlever, tuer. La mafia. Il a suffi de quelques journalistes, quelques magistrats. Aujourd'hui, on a réduit quelquefois la mafia italienne, la Camorra. Hein, mais elle existe toujours, mais elle est un peu moins puissante, affaiblie. La presse doit jouer son rôle. Ça signifie aussi qu'il faut que le pouvoir politique donne des moyens à la presse. Parce que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut la publicité. Même pour acheter les papiers, on achète des papiers à un prix très élevé. C'est ce qui fait que certains médias puissants du pays
dans la presse écrite, ferme, comme le potentiel que vous avez dirigé pendant des années. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après tout, on a des enfants, on a la famille, il faut que les enfants vivent correctement. C'est bien d'être combattant, mais tu as une famille à la maison. Donc il y a beaucoup de problèmes. Donc il faudrait que chacun de nous fasse son travail là où il est. La presse doit faire son travail. Moi, je me rappelle quand on était... quand je dirigeais encore le potentiel. Quand un rapport des Nations Unies sortait, nous, avec mon équipe, on faisait une analyse. Et la plupart de nos amis occidentaux étaient mal à l'aise. Donc, il faut que notre presse aussi se spécialise en investigation. C'est important. Mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Parce que pour voyager, il faut de l'argent. Or, pour acheter des papiers, on a des problèmes. Donc, il faut aussi qu'il y ait la volonté politique. Il doit donner aussi la chance à la presse d'exister. Il n'y a pas de presse sans moyens financiers. Et quand vous voyez aujourd'hui... il n'y a pas indépendance l'indépendance de la presse sans une autonomie financière. Oui, c'est que j'ai dit qu'il faut aider les chefs de l'État, aider notre société. Que la presse fasse son travail dans l'information, que les juges et les magistrats fassent leur travail. Vous allez voir, ça va aller très vite. Mais si la presse est corrompue, ou bien elle mange sans porter de bavette, la poitrine est sale. Si les magistrats sont aussi corrompus, il n'y a pas de société. Donc, le président ne pourra pas faire les miracles. C'est un travail des élites, discussion entre intellectuels, on les fait toujours avec les camarades. Mais quand on regarde aujourd'hui dans notre presse congolaise, il y a à boire à manger. Il y a à boire et à manger. Parce que quand vous commencez à vendre des espaces comme on les fait là, surtout au niveau de la télévision, il n'y a plus d'informations. Ceux qui donnent l'argent, c'est eux qui ont raison. Et c'est dangereux. Mais pour éviter que les journalistes tombent dans un piège, il faut que le gouvernement subventionne la presse. Généralement, quand on dénoncer les traîtres de la patrie et les livrer à la honte populaire. C'est très important. Oui, c'est quand on donne l'argent, généralement, entre nous journalistes, on veut manger beaucoup plus que les autres. Voilà encore le problème au niveau de la presse. Donc, il faut l'autocritique au niveau de la presse. Les alligators. Oui. Si la presse marche bien, on a des grands journalistes comme lui. Notre camarade qui est décédé, José Nawej. Oui. Non, il y a des grands. Mais il faut un soutien de l'État. Un soutien de l'État, quelqu'un ne cherche pas à avoir des milliards, pas de commerçants, mais être moins libre et vivre. Vous avez raison, Freddy Mulumba. Ce pays ne manque pas des hommes de valeur. Ils sont très nombreux, et même des femmes de valeur. Dans la presse, tout le monde n'a pas fléchi les genoux devant Bâle. Ils sont là. Et vous voyez la constance, journal de la prospérité, la constance de Freddy Mulumba, même si il a été chassé de la manière que vous connaissez à la RTNC par des gens connus, mais vous avez vu, il n'est pas en train de mendier pour changer le fusil d'épaule. Il est resté constant. Marie Curie, un mot de la fin, nous bouclons. L'espoir est permis. La mère patrie vous attend pour pouvoir changer les choses. Nous allons le changer tous. Toutes les Congolaises et tous les Congolais. Et je répondais à quelqu'un aussi, il dit oui, le chef de l'État, il va créer des emplois et tout. J'ai dit non, il ne faut pas attendre que le chef de l'État crée l'emploi. C'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est nous tous qui allons créer les emplois pour donner, pour que les promesses du chef de l'État se réalisent. Donc, c'est-à-dire le changement, c'est toutes les filles et tous les fils du Congo qui doivent mettre leurs mains dans la pâte afin que le Congo puisse changer. Et voilà, l'environnement, créer un environnement favorable à la création des emplois à travers ce qu'on a appelé assainissement du climat d'affaires. Et puis, voilà, le Congolais, il faut motema malamu. Kolinga Congo naba Congolais. Nous sommes un peuple et une élite très, très méchante. Passez-moi l'expression. Vous avez un mot de la fin, éditeur. Oui, je crois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas un démiurge. Il n'est même pas un Deus ex machina. Pour qu'il puisse, d'un coup, par un coup de baguette magique, transformer tout seul le Congo. Il est question ici de la mobilisation générale de l'ensemble de la classe politique ainsi que tout ce qui a comme masse laborieuse
dans le cadre de nouvelles politiques publiques pensées, réfléchies, mûries, pour qu'aujourd'hui, le Congo se réinvente. On a besoin d'un Congo qui est sur des rails, le rail de développement. Et ceci demande une conscience. Il demande qu'on puisse mettre en place une justice distributive et qu'on pense à la répartition équitable, équilibrée du revenu national. Et qu'on pense aussi à la gestion orthodoxe des revenus, de tout ce qu'il y a comme recette. Ce qui suppose que la concussion, la corruption, les dols doivent être bannis dans la société. Et pour ça, c'est un combat. Je crois que ce combat est transversal. Il demande au président de la République d'avoir une force à agir d'en haut en tant que magistrat suprême, pour qu'aujourd'hui, tout en nettoyant les écuries d'Ogias, que le président sache aussi en assurer le suivi. Si aujourd'hui on attrape quelques coulons en cravate, le schéma maintenant est connu. On attrape quelqu'un, il va à Makala, et puis liberté provisoire, soins, et puis après, on le revoit encore dans les affaires. À ce moment-là, ça démotive. Je crois qu'il ne faut vraiment pas donner ces mauvais exemples. Je crois que lorsqu'on attrape des brebis scrofuleuses, il est question d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Quand on va vous dire, c'est l'ex, n'est-ce pas? La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, il faudra qu'on arrive effectivement à appliquer le droit et à dire le droit dans notre pays. Et tout ça, ça demande qu'on puisse y travailler. Revoir les services de la magistrature, revoir l'administration centrale, voir dans quelle mesure procéder au rajeunissement de cette administration. Parce qu'aujourd'hui, pour que la relève soit assurée, il faut que l'administration soit réformée réellement. Donc, tout ceci demande aussi des moyens qu'il faut continuer à mobiliser. Je crois que notre pays est entre les mains de nous tous, mais sous l'impulsion d'un président de la République qui doit donner l'exemple d'en haut. Tout est dit. Merci, Freddy Mulumba. Je rappelle que vous êtes l'éditeur de la revue La Référence, plutôt la Renaissance africaine. Et puis, Marie Curie, qui est notre consoeur, qui a commencé ici et qui évolue actuellement en Europe, mais ça commence à venir, c'est le retour au pays natal. Le retour, pas le recours. Elle dirige l'agence Yara Agency et l'éditeur Marcel Ngoyi du journal La Prospérité, l'un des journaux qui soit au centre. C'est difficile de le voir dans le banditisme médiatique comme on le voit pratiquement. Nous sommes fiers parce que nous avons encore des références. Nous n'avons pas perdu des repères et la jeune génération, la jeune race dans la presse peut se référer à ces repères. C'est très important. Sinon, ce sera la peine perdue. Kibambi Shintoa est encore là. Il faut aller vous ressourcer. Freddy Mulumba est encore là, même si on bascule en politique. Et Marcel, à très bientôt pour un deuxième numéro de votre magazine. Au revoir.